Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie, des tarots et de beaucoup d'autres sujets qui me tiennent à cœur et j'espère vous tiennent à cœur aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des astéroïdes féminins et du tarot de Marseille. Alors, nous savons que les grandes avancées de la conscience humaine ont souvent coïncidé avec des découvertes astronomiques de nouveaux corps célestes. Or, en astrologie, la découverte des astéroïdes, des premiers astéroïdes entre 1801 et 1807, a créé de nouvelles possibilités d'interprétation et de recherche. En effet, les astéroïdes ne sont pas des simples ajouts, mais des clés pour une astrologie plus complète. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des astéroïdes, quelques astéroïdes féminins, parce qu'il y en a beaucoup, qui nous révèlent leurs forces et nos forces, leurs cycles, nos cycles, notre pouvoir intérieur, et nous les mettrons en connexion avec les tarots de Marseille qui nous guident sur notre chemin toujours avec des pratiques. Alors, les recommandations habituelles, bien sûr, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo si elle vous a plu, mettez un pouce ou alors pour aider aussi la vidéo à être connue, la vidéo mais aussi la chaîne. Ensuite, activez la clochette des notifications, allez découvrir les pages Instagram, il y a beaucoup de contenu d'astrologie et des tarots. Et vous pouvez m'écrire à mariacristina.astrotarot avec un t final à gmail.com si vous souhaitez une session d'astrologie des tarots, d'astro-tarot, ou alors si vous souhaitez recevoir les questionnaires pour mieux évaluer vos connaissances d'astrologie et de tarot, et aussi pour recevoir la newsletter que j'envoie personnellement aux personnes qui me le demandent toutes les semaines. Alors, entrons dans le feu du sujet. Dan Rudyard, donc astrologue, philosophe du XXe siècle, qui a complètement renouvelé la lecture symbolique des astres, n'était pas intéressé seulement par les planètes dites classiques, mais surtout par celles qu'il appelait les planètes messagères de l'espace, qui inclut ces sections, si vous voulez, qui incluent les astéroïdes, des corps lointains, comme effectivement Uranus, Neptune, Pluton, et aussi des centaures comme Chiron. Pour Rudyard, ces corps célestes sont des médiateurs entre l'infini cosmique et la conscience humaine. Ils ne représentent pas seulement des événements ou des traits de personnalité, mais un processus évolutif à intégrer dans notre vie humaine, des véritables cycles d'évolution spirituelle et transformatrice. Donc ce sont des messagers qui apportent des informations des zones éloignées de l'espace et du système solaire, si vous voulez aussi, mais de l'espace. Et ces messages, ces informations représentent des réalités psychiques, spirituelles, qui sont, jusqu'au moment où c'est découvert, peu explorées. Donc effectivement, nous avons cité Neptune, Uranus, Pluton, bien évidemment, des astéroïdes et des centaures comme Chiron, qui apportent des messages seuils, vraiment des seuils, et qui invitent à une évolution personnelle et collective. Alors, astéroïde signifie en forme d'étoile, et les astéroïdes, ce sont des petits corps célestes, donc rocheux ou métalliques, où il y a aussi de la glace, effectivement, qui orbitent principalement entre Mars et Jupiter, dans ce qu'on appelle la ceinture principale. Il y en a aussi beaucoup qui orbitent et tournent autour de la Terre, et puis on en découvre de plus en plus entre Jupiter et Neptune, dans ce qu'on appelle les centaures, et aussi dans ce qu'on appelle la ceinture des Kuiper, donc trans-neptunien, c'est-à-dire au-delà de Neptune. Alors, le premier astéroïde à être découvert, c'est Cérès, qui a été désormais classé comme planète naine, découvert en 1801 par l'astronome italien Giuseppe Piazzi. Et puis rapidement, toujours au 19e siècle, on a identifié beaucoup d'autres astéroïdes, parmi lesquels Pallas, Athéna, Juno, Vesta, que nous allons décrire. Et puis, depuis les découvertes effectivement des télescopes modernes et aussi des missions spatiales, on a découvert vraiment plus d'1 million déjà, et donc comme je dis, plusieurs milliers qui tournent autour de la Terre et qu'on regarde avec beaucoup d'attention parce que ils ont des trajectoires qui pourraient devenir aussi problématiques.
Donc d'un point de vue astronomique et scientifique, on s'est rendu compte qu'étudier les astéroïdes nous aide à comprendre l'origine de notre planète, l'origine de la formation du système solaire, donc à comprendre un peu mieux, et aussi il y a plusieurs théories sur l'origine de ces astéroïdes, mais on ne va pas les affronter en astronomie ici, parce que sinon la vidéo ce serait vraiment beaucoup trop longue. Et en revanche, d'un point de vue astrologique et symbolique, les astéroïdes nous apportent donc des messages. La plupart des astéroïdes qui ont été découverts au départ, donc on a dit, ils étaient dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, hein, donc entre les planètes personnelles et les planètes sociales, entre la sphère intime des besoins et des valeurs et tout ce qui est collectif, spirituel. Donc vraiment, ils constituent une sorte de pont entre le personnel et le collectif. Et en même temps, si on plonge ces découvertes dans le contexte du moment, c'est-à-dire début du 19e siècle, on voit que ça correspond à l'essor du mouvement féministe, à la transformation du rôle de la femme dans la société, à la montée aussi de la psychologie jungienne qui révalorise les principes féminins collectifs. Donc on peut aussi considérer que les 4 premiers astéroïdes qui ont été découverts, donc Cérès, Pallas, Athéna, Juno et Vesta, représentent des archétypes féminins qui venaient un peu rééquilibrer, contrebalancer les énergies masculines jusqu'alors présentes en astrologie et aussi, et surtout je dirais, enrichir les fameux messages de planètes traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils réintroduisaient ces principes universels, ce féminin collectif, qui n'a rien à voir avec le genre féminin bien sûr, et qui touche à la création, à la sagesse, aux relations et à l'engagement spirituel. De plus, la présence d'Uranus en taureau dans les 8 dernières années a renforcé cette connexion. L'entrée en Gémeaux en avril 2026 d'Uranus nous suggère l'importance de la recherche et aussi du partage des connaissances, et aussi l'entrée en Neptune fin janvier 2026 pousse à donner forme à cette intégration. Alors nous allons aborder, comme je l'ai dit, certains astéroïdes qui correspondent à des divinités gréco-romaines qui en réalité puisent leur origine dans des civilisations beaucoup plus anciennes. Alors on sait très bien d'un point de vue astrologique que leur interprétation doit être liée aux signes dans lesquels ils se trouvent, la maison, et aussi les aspects qu'ils forment avec les autres parties du thème. Alors commençons sans tarder avec Cérès. Voilà, ça c'est les glyphes, les symboles de Cérès, qui est la mère universelle, l'archétype de la mère universelle, de la mère nourricière, de la gardienne de la sagesse, des cycles naturels, découverte en 1801, donc c'est le premier astéroïde. Il se trouve dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, était classée planète naine. Or, Cérès, Déméter chez les Grecs, incarne l'amour maternel, la nourriture, le soutien à l'abondance, la fertilité, les cycles, naissance, vie et mort, et renaissance bien sûr. Et elle enseigne aussi que l'amour implique le laisser aller, le respect des rythmes de la vie, et aussi nous enseigne que ce qui est aimé peut être perdu, mais ce qui est perdu peut revenir sous une autre forme. Donc Cérès était la déesse de la terre fertile, des moissons, de l'agriculture, la protectrice de la nourriture, de la substance humaine, et aussi une figure centrale du lien mère-enfant. Or, son mythe le plus célèbre est celui certainement de la levée de sa fille, Proserpine ou Perséphone, selon qu'on le voit d'un point de vue romain ou grec, par Pluton Hadès. Et Cérès est désespérée, elle erre sur la terre et elle ne trouve pas sa fille, qui était donc enlevée, qui a été amenée dans les royaumes des enfers. Et folle de rage et de colère, elle provoque la carestie, la stérilité sur la terre, l'hiver, la terre est plongée dans l'ombre, dans le froid, et donc c'est grâce à l'intermédiation de Zeus qu'on trouvera un compromis. Donc Perséphone remontera 6 mois sur la surface de la terre pour rester avec sa mère et 6 mois pour rester avec son époux. Donc elle devient quand même la reine des enfers. Et donc cette légende est liée au mythe de l'Eusis, qui était des rites sacrés dédiés justement à Déméter et Perséphone. Et c'était quoi ces mystères, pardon? C'était des rites sacrés, c'est-à-dire des cérémonies initiatiques secrètes où les participants vivaient vraiment symboliquement la mort et la renaissance et l'apprenaient à comprendre vraiment les liens entre la vie, la mort
et le renouveau, l'apprenait, mais le expérimentait. Et ces rites étaient bien évidemment des rites qui promettaient l'espoir, la purification, la vie après la mort, et célébraient la puissance de la mère terre, de la nature. Les symboles de Cérès sont l'épi de blé, la faucille, vous voyez, c'est aussi son glyphe, la corne d'abondance, la terre nourricière. Sous les plans psychologiques, Cérès représente notre capacité à donner et à recevoir du soin. C'est vraiment la compréhension de la dynamique du soin, par exemple dans la relation mère-enfant. Et aussi, il nous parle aussi de notre rapport à la perte et au détachement. Astrologiquement, Cérès est lié à la Terre, bien évidemment, et à l'eau, c'est-à-dire signe de la Vierge, du Cancer, et aussi à l'axe Taureau-Scorpion. Son glyphe, je le répète, est une faucille, le voilà. Et sa polarité, la polarité qu'elle représente, c'est la compassion-colère. Or, sa position dans le thème natal nous indique comment nous vivons la maternité au sens large, c'est biologique, mais aussi, bien évidemment, symbolique. Comment nous vivons la dépendance, comment nous vivons la séparation, comment nous vivons l'autonomie, les rapports au corps, les rapports à la terre. Et donc, elle nous invite à réfléchir sur comment nous nous nourrissons, comment nous sommes nourris et quel est notre lien avec la terre. Et elle nous aide à répondre à la question: de quoi ai-je besoin pour me sentir vivant, nourri, régénéré, et comment est-ce que moi je nourris les autres. Un exemple pratique, c'est effectivement Cérès. Je prends une personne qui a Cérès en Cancer, peut manifester une attention intense aux besoins de l'autre, mais aussi éprouver des difficultés à se détacher des dépendances émotionnelles. Et encore, par exemple, Cérès en maison 2, en maison 6, elle nous parle de nutrition, de corps, de rythme, de soins du vivant concret. Cérès en maison 4 nous parle de matrice familiale, besoin de racines, de sécurité, de chaleur. Cérès en maison 10, c'est la vocation nourricière, c'est créer un environnement qui soigne au sens large du terme. L'ombre de Cérès, bien sûr, est la surprotection, la fusion, le chantage affectif, la difficulté à lâcher, et le don que Cérès nous apporte est la capacité à régénérer, à créer des environnements qui guérissent et à transformer la perte en sagesse. Or, pour les tarots, la correspondance, je vous fais comme d'habitude des propositions, après c'est à vous d'élargir. Bien sûr, c'est l'impératrice, c'est-à-dire la fécondité, l'abondance, les liens corps-terre, l'amour incarné. Ensuite, l'arcane sans nom, c'est la loi des saisons, coupée pour que les vivants repartent autrement. Ensuite, la lune, une maternité qui peut être psychico-symbolique, la mémoire, l'attachement, les cycles émotionnels. Et puis pourquoi pas, la reine des deniers, nourrir par les réels, le corps, la maison, les ressources. Les 6 des deniers, donner, recevoir un équilibre. Et les 8 de coupe, sévrage, départ utile, je cesse de me nourrir de ça, par exemple. Et dans un tirage, on pourrait effectivement se poser la question: qu'est-ce qui me nourrit vraiment et qu'est-ce qui me gave sans me nourrir? Passons sans plus attendre à Pallas, Athéna, la voilà. C'est ça. C'est comme archétype, c'est la gardienne de notre intelligence créatrice et visionnaire. Elle se trouve dans la ceinture principale, elle a été découverte en 1802. Donc Athéna, nous savons, d'après les mythes, est la fille de Zeus, elle naît adulte et armée, jaillissant de la tête de son père, donc elle symbolise une intelligence claire, consciente et souveraine surtout. Elle est la déesse de la sagesse, de la stratégie, de la tactique, c'est-à-dire de la guerre réfléchie, non impulsive, à la différence de Mars, de la justice, aussi des arts, et donc aussi de l'artisanat, du tissage, par exemple, de la cité, de l'organisation sociale. Alors, le nom de Pallas est relié à celui d'Athéna, où, disons que Pallas était une ancienne compagne de jeune compagne de jeu quand elles étaient, enfin, une jeune compagne, voilà, d'Athéna, ou alors on peut dire que c'était un ancien aspect d'Athéna, et ce qui se passe dans les mythes, c'est que Pallas tue, Athéna tue Pallas par mégarde lors d'un combat de jeu. Et donc, Athéna décide d'ajouter les noms de Pallas aux siens pour toujours se rappeler du discernement, c'est-à-dire de l'importance du discernement, de la réflexion, et en renforçant aussi comme ça sa dimension de vision et aussi stratégique. Alors, les symboles d'Athéna, de Pallas Athéna, sont la chouette pour la lucidité, la lance et les boucliers, bien sûr, pour la protection et la stratégie, et l'olivier pour la paix, la sagesse et la prospérité. Or, Pallas Athéna représente
comme je l'ai dit, la sagesse stratégique, la pensée rationnelle alliée à l'intuition, le discernement, la révélation de la sagesse intuitive et créative, et surtout un féminin indépendant. En effet, qu'elle soit jaillie du front de Zeus ou qu'elle soit Amazone, selon une légende bien plus ancienne, elle est vraiment le symbole d'une intelligence féminine autonome, non définie par la maternité ou le couple. Sur le plan psychologique, donc, elle se manifeste par la créativité intellectuelle et artistique au service du collectif, c'est ça qui est très important, de la cité justement, la capacité à transformer les conflits par exemple en connaissances. Et en astrologie, elle est liée à l'élément air, bien évidemment, l'élément feu, donc au signe de la balance et au signe du Verseau, bien sûr, au signe du lion pour le courage. Son glyphe, le voilà, est ici. Donc c'est une lance, c'est la lance protectrice, et la polarité, c'est le courage et la peur. Et sa position dans l'état natal indique comment nous utilisons nos talents créatifs et notre discernement, par exemple, pour résoudre des problèmes complexes ou des situations complexes. Et elle nous aide, Pallas Athéna, à répondre à la question: comment gagnes-tu ta vie ou quelque chose, si vous voulez, sans te trahir? Par la force, par la ruse, par la vision, par élégance. Et un exemple pratique, c'est par exemple une personne qui a Pallas en Gémeaux. C'est quelqu'un en général qui a une intelligence vive, adaptable, curieuse, capable de résoudre des problèmes complexes. Et d'ailleurs, on va voir Pallas, par exemple, en air, c'est la pensée tactique, l'argumentation, bien sûr. Pallas en terre, c'est la stratégie d'exécution, en méthode. C'est la méthode, c'est aussi l'artisanat, comme on a dit tout à l'heure, un côté pragmatique. Pallas dans un signe d'eau, c'est l'intelligence empathique, c'est la lecture des dynamiques invisibles. Et Pallas en feu, un signe de feu, bien sûr, c'est la stratégie d'initiative, le courage étranger, c'est le leadership inspiré. L'ombre des Pallas Athéna, c'est bien l'intellectualisation froide, le surcontrôle, le cynisme, alors que le don, c'est une lucidité créatrice, c'est la capacité à protéger par discernement. Or, pour les tarots, moi, effectivement, je pense, encore une fois, c'est des propositions, à la justice, pour les discernements, la mesure, la protection, grâce à une décision juste et pas gentille. Ensuite, les battleurs, l'habileté, la maîtrise technique et aussi l'intelligence opérationnelle. Le chariot, c'est la stratégie en mouvement, c'est la victoire par la direction. Et puis pourquoi pas, la reine d'épée, c'est la vision nette, la vérité sans cruauté. Et puis pourquoi pas aussi, le 7 de bâton, c'est la tactique, c'est défendre une position. Et dans un tirage, elle pourrait nous aider à répondre à la question: quel est ton coup juste, celui qui gagne sans abîmer ton âme? Passons ensuite à Vesta. Voilà, c'est l'archétype de la gardienne du feu sacré, elle se trouve toujours dans la ceinture principale, elle a été découverte en 1807, Vesta, chez les Grecs, est Hestia, est très importante dans les panthéons romains, mais aussi dans les panthéons grecs, profondément liée au feu, bien sûr, le feu sacré, mais au foyer, au feu domestique, au centre sacré de la maison et de la cité. Et d'ailleurs, c'est l'astéroïde le plus lumineux, donc elle est vraiment liée au feu sacré, au feu. Et à Rome, son culte était central, et aussi en Grèce d'ailleurs. Le feu de Vesta devait brûler sans arrêt, sans jamais s'éteindre. Il était gardé par les Vestailles, qui étaient des prêtresses consacrées, qui garantissaient la continuité du feu et la sécurité de la communauté. Les symboles de Vesta sont bien sûr la flamme éternelle, la torche et l'autel de feu, bien évidemment. Elle représente la stabilité, hein, mais une présence aussi silencieuse qui protège l'espace sacré. C'est la dévotion, c'est la virginité qui n'a rien à voir avec la chasteté, mais qui a à voir avec l'autonomie, avec l'intégrité, avec le fait de se suffire à soi-même. Et elle incarne le feu intérieur, la pureté, la concentration, la purification, la dévotion. Et c'est l'archétype bien sûr de la focalisation spirituelle, c'est-à-dire elle symbolise la capacité de se centrer sur l'essentiel et de consacrer sa vie à une vocation intérieure. C'est vraiment la conscience du temple intérieur, c'est vraiment, elle nous permet la canalisation de l'énergie intérieure pour obtenir notre objectif. C'est donc la prêtresse qui est un lien entre les énergies du ciel et les énergies de la terre qui garantit la connexion. En astrologie, Vesta est bien évidemment liée au feu, mais aussi à la terre, c'est-à-dire au signe de la Vierge et du Scorpion.
Son glyphe, comme le voit ici, il est magnifique, vous voyez, c'est vraiment les feux du cœur, c'est celui-là, c'est vraiment très très beau. Et la polarité, est la dévotion et le fanatisme. Dans un thème natal, Vesta révèle comment une personne préserve son énergie, comment elle entretient son feu intérieur et où elle trouve aussi la paix dans la solitude et dans les services. Et elle nous aide à répondre à la question, qu'est-ce qui pour toi est sacré au sens fonctionnel, ce que tu protèges et ce que tu refuses de profaner. Un exemple pratique, par exemple une personne qui a Vesta en balance pourrait indiquer une personne effectivement dédiée à l'harmonie sociale, à la justice, concentrée sur un but précis sans se disperser. Après Vesta en maison 1 ou en maison 10, c'est la vocation de la flamme, vous savez c'est la présence qui inspire, mais c'est aussi la discipline, c'est aussi la présence qui officie. Un Vesta en maison 4, c'est les sanctuaires domestiques, bien évidemment, les foyers comme temple énergétique. Vesta en 6, c'est les gestes sacrés, les rituels quotidiens, un rituel d'hygiène intérieure qui peut être concret, qui peut être symbolique. Et puis Vesta en 8, c'est les feux transmutateurs, c'est aussi sexualité comme alchimie, ou la nécessité de mettre des limites à ça. Donc l'ombre de Vesta, c'est la rigidité, c'est la sécheresse, c'est les sacrifices sans joie, c'est la cèse qui devient une fuite. Alors que le don, c'est un laser intérieur, c'est la capacité de tenir une œuvre, une pratique, une voie. La correspondance dans les tarots passe par, c'est toujours une proposition, la papesse, c'est-à-dire le temple intérieur, la chasteté symbolique, bien évidemment toujours, c'est-à-dire la virginité qui était entendue au sens étymologique du terme, qui signifie intégrité, mais aussi le secret, les silences féconds. Et puis la force, bien évidemment, la maîtrise du feu vivant, tenir sans reprimer. Et ensuite, pourquoi pas, l'as de bâton, le voilà, l'étincelle sacrée, l'initiation d'un feu, les 4 de bâton, le 4 de bâton il est là, voilà, qui est plutôt les sanctuaires, l'espace juste. Ensuite, le 9 de bâton, voilà, garder la flamme malgré les coups, donc ça veut dire être endurant, hein, avoir de l'endurance. Le 8 des deniers, le voilà, discipline, répétition, mais c'est la capacité artisanale de faire quelque chose avec la patience et le temps, et c'est surtout l'objectif, la force. Et puis le 9 des deniers, l'autonomie consacrée, l'indépendance. Et un tirage nous permettrait de nous poser la question, en tout cas de nous réfléchir autour de cette phrase « Je ne disperse pas mon feu, je l'ordonne ». Et nous terminons cette rapide éventail de astéroïdes féminins avec Junon. Junon qui est l'archétype de la partenaire sacrée, la gardienne du mariage alchimique, la reine des dieux qui se trouve toujours dans la ceinture principale, c'est-à-dire entre Mars et Jupiter, qui était découverte en 1804. Or, Junon, qui est Héra pour les Grecs, est la déesse du mariage, des alliances, épouse de Zeus, de Jupiter, et reine des dieux, protectrice des femmes, surtout dans les passages de vie importants, comme les mariages, en tout cas historiquement parlant, et la maternité, et gardienne de l'équilibre et de la dignité du couple. Ces symboles sont les pans, symbole de beauté, des dignités royales, les sceptres et la couronne, et représentent la conscience relationnelle, la recherche d'égalité et d'engagement dans une relation. L'intégrité, l'évolution relationnelle et la conscience partagée, elle est l'image d'une union spirituelle et concrète aussi, les dépassements de la dualité je, tu, pour aller vers le nous. Et astrologiquement, elle appartient bien évidemment à l'eau, à l'élément eau, à l'élément air, donc au signe du scorpion et de la balance. Son glyphe, le voilà, regardez comme il est beau lui aussi, c'est le sceptre, bien évidemment, de la reine des dieux. Et la polarité, c'est l'intimité et la manipulation. Dans un thème natal, Junon met en lumière la manière dont nous vivons les engagements, la loyauté, les partenariats d'âme. Elle nous aide à répondre à la question comment habiter la relation d'égal à égal, comment faire de la relation un espace de la conscience, quel type d'alliance respecte ma valeur, quel type d'alliance en revanche détruit ma valeur ou me détruit lentement. Un exemple pratique, une personne par exemple qui a Junon en Scorpion est quelqu'un, on peut suggérer quelqu'un qui cherche des relations intenses, profondes et transformatrices. Junon en 7, c'est l'apprentissage majeur du couple, bien évidemment, c'est le contrat explicite. Junon en 8, c'est la loyauté, mais c'est aussi la jalousie, la vérité, c'est aussi les pouvoirs partagés. Junon en 10, c'est le mariage ou l'association liée à un statut, à une mission ou à une œuvre.
une œuvre, pardon. Junon à 11, c'est les pactes d'âme par amitié, pour une cause ou par fraternité. L'ombre de Junon, c'est tolérer l'inacceptable, se venger, négocier son propre effacement. Et les dons, c'est créer un lien digne, clair, contractuel au bon sens du terme. Or, dans les tarots, bien sûr, moi je pense à l'amoureux, c'est-à-dire le choix, l'alignement, la décision du cœur, hein, pas seulement romantique, cœur spirituel aussi, puis la justice, la voilà, les pactes, l'équilibre, la réciprocité aussi, bien évidemment, et puis les papes, l'engagement ritualisé, l'alliance reconnue, la parole donnée, par exemple. Et puis, pourquoi pas, je vous propose les deux de coupe, la rencontre contractuelle, l'union consciente, l'alliance, la réciprocité. Et puis, pour terminer, les 10 de coupe, j'aime beaucoup, la vision commune, l'horizon partagé. Et dans un tirage, elle pourrait nous aider à répondre à la question quel est ton vie sacré et quel est ton nom salvateur. Et puis encore, nous terminerons très rapidement sur quelques autres astéroïdes. Chariclo, celle qui tisse avec grâce, c'est un astéroïde Centaure qui a été découvert en 1997 et qui, comme Chiron, qui a été découvert en 1977, est un centaure, c'est-à-dire elle fait partie de ces astéroïdes, disons, qui se trouvent entre Saturne et Uranus. Donc, symboliquement parlant, il nous parle de transformation, de guérison, de dépassement des limites Saturne et d'exploration de soi du cosmos Uranus. Or, qui est Chariclo? C'est une nymphe grecque, et je fais très rapide parce que sinon le mot ça va être trop long. Compagne de Chiron, qui est lui le centaure sage et guérisseur. Et Chariclo est une figure féminine mature et sage qui nous parle de soutien, de protection, de guérison, de médiation dans la guérison. C'est celle qui protège sans envahir, qui guide sans s'imposer. C'est vraiment le symbole d'un féminin qui tient l'espace pour permettre aux autres de guérir, de grandir et de se transformer. Et en astrologie, donc, Chariclo symbolise la protection, le soin, la capacité, comme je vous l'ai dit, de garder cet espace qui est sacré pour que l'autre, ou même soi-même, on puisse se transformer, on puisse guérir à travers la présence de Chariclo, l'accompagnement d'un féminin qui soutient, cette guérisseuse discrète, qui permet à l'autre de se transformer sans interférer pour ensuite disparaître. Mais ça fait partie de son mythe, je vous en parlerai peut-être plus longuement une autre fois. Et puis nous avons Perséphone on revient là à la ceinture principale entre Mars et Jupiter, qui a été découverte en 1895. Donc Perséphone, on l'a déjà un peu entrevu quand on a parlé de Cérès Déméter. Elle est la fille de Déméter, qui est la déesse de la terre et des moissons et des Zeus, et élevée par Hadès, donc elle devient la reine des enfers, et le désespoir de Déméter, comme je l'ai déjà raconté, elle est immense, elle parcourt le monde à la recherche de sa fille, et dans la douleur, la terre devient stérile, les plantes ne poussent plus, la terre est plongée dans l'obscurité, la famine, l'hiver, et puis finalement un accord est conclu par l'intermédiation de Jupiter. Perséphone passera une partie 6 mois de l'année dans les enfers avec son époux et une autre partie 6 mois de l'année sur la terre avec sa mère, et ce mythe explique la succession, le cycle des saisons et la renaissance de la nature. Or, en astrologie, donc, Perséphone, elle nous parle de quoi? Elle nous parle un peu comme Déméter, mais c'est l'autre partie, hein, c'est l'autre versant du miroir, de séparation, d'initiation, de transformation par la perte, de descendre dans l'ombre suivie d'une renaissance. La fille doit se séparer de la mère pour pouvoir grandir. Déméter, elle représente bien sûr l'amour maternel, la terre qui nous aime, mais aussi les deuils, le manque, la capacité de nourrir et de faire renaître la vie, mais aussi la mère qui doit laisser partir la fille pour que les cycles de vie soient honorés. Donc le symbole de Perséphone est une grenade. Et ça, pourquoi? Parce que dans la légende, Perséphone mangera les graines de la grenade, et à partir de ça, elle deviendra la reine des enfers. Donc ce n'est pas une victime, elle le mange sciemment. Elle crée ces liens avec son choix, avec le destin. Elle passe de jeune fille corée à la reine des enfers, c'est-à-dire une divinité puissante et initiatique, psychopompe comme Hermès et comme Hécate, c'est-à-dire qui peuvent aller et venir entre deux mondes. Et elle, comme je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas me répéter, elle est liée au mystère de l'Isis. Et puis on pourrait encore parler de Lilith.
de Hécate, d'Artémis et de Circé, Médée, Cassandre, Méduse, etc. Mais je m'arrête là parce que la vidéo sinon va être vraiment beaucoup trop longue. Et comme d'habitude, je vous suggère une pratique. Choisissez l'astéroïde qui vous parle le plus en ce moment. Réécoutez la vidéo pour bien avoir à l'esprit les différents éléments et accompagnez-le donc de la carte du tarot qui vous inspire le plus parmi celles que je vous ai suggérées. Regardez cette carte et observez ensuite sans juger ce qui émerge de cette visualisation. Ayez confiance, comme je le dis toujours, dans votre capacité à relier la logique et l'intuition, les raisonnements et les sentiments. Et je termine par une phrase de Dan Rudyard par lesquelles je commençais cette vidéo. Les planètes messagères révèlent ce que l'être humain est appelé à devenir, plutôt que ce qu'il est actuellement. Et j'ajoute, moi, connaître et lire les astéroïdes féminins, c'est écouter les voix des déesses oubliées qui murmurent à notre âme les cycles des transformations. Et avant de terminer, les recommandations habituelles, les pouces, la petite clochette, partagez la vidéo, inscrivez-vous à la chaîne. Allez découvrir les pages Instagram si vous ne l'avez pas encore fait. Envoyez-moi un email à mariacristina.astrotarot avec un T final à gmail.com pour effectivement avoir une session d'astrologie des tarots, d'astro-tarot, ou alors pour que je puisse vous faire parvenir la newsletter hebdomadaire que j'envoie personnellement aux gens qui me la demandent. Et puis je termine par vous remercier. Merci, merci, merci d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir accordé un peu de votre temps, parce que comme je le dis toujours, le temps comme la santé, ce sont nos biens les plus précieux. Merci, 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 et à la prochaine. Au revoir.